C'est une visite qui suscite énormément de réactions. Emmanuel Macron est donc en Chine pour 3 jours. C'est son premier déplacement dans le pays depuis 2019 et c'est aussi donc du coup le premier déplacement d'Emmanuel Macron en Chine depuis le début de la guerre en Ukraine. Les enjeux sont absolument immenses quand on sait qu'il y a à peine 2 semaines, le président chinois Xi Jinping ainsi que Vladimir Poutine trinquaient ensemble pour célébrer leur amitié. Alors la question de l'Ukraine, la question de la relation entre la Chine et la France, mais que va faire Emmanuel Macron exactement en Chine? On va analyser tout ça ensemble. Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. Comme chaque jour, vous le savez, on est parti ensemble pour une nouvelle plongée dans l'actualité en une dizaine de minutes. Alors je vous en ai déjà parlé la semaine dernière, la position de la Chine est aujourd'hui assez ambiguë concernant la guerre en Ukraine. D'un côté, la Chine se pose en acteur pour la paix entre l'Ukraine et la Russie. Elle a par exemple formulé des propositions pour justement parvenir à une paix entre les deux pays. Mais de l'autre côté, la Chine n'a jamais condamné l'invasion de l'Ukraine par la Russie, ce qui est reproché donc par un certain nombre de personnes, et elle penche même assez clairement du côté russe. Elle développe et intensifie ses relations économiques avec la Russie, et certaines rumeurs que la Chine cependant dément évoquent la possibilité qu'à terme, la Chine aide militairement la Russie. Bon, pour le chercheur français Antoine Bondaz, la Chine fait surtout preuve aujourd'hui d'opportunisme depuis le début du conflit et est en réalité assez loin du rôle de médiateur qu'elle prétend jouer. Stratégiquement en tout cas, elle a intérêt à se rapprocher de la Russie. En effet, les deux pays ont un rival commun. Ce rival, c'est les États-Unis. On va donc analyser tout ça en détail. Alors, avec cette visite en Chine, Emmanuel Macron veut notamment essayer de convaincre le président chinois Xi Jinping d'œuvrer véritablement pour la paix entre l'Ukraine et la Russie. Il sait que la Chine a une parole qui compte beaucoup aujourd'hui auprès de la Russie. Il entend donc créer un dialogue pour faire en sorte que la Chine joue ce rôle. Il a notamment déclaré ceci: la Chine peut jouer un rôle majeur pour trouver un chemin de paix. C'est quelques mots qu'il a prononcés quelques minutes après avoir atterri en Chine. En fait, pour le président français, la Chine peut à elle seule faire basculer la situation. Et donc, politiquement, le président français veut potentiellement apparaître comme la personnalité côté occidental qui va permettre à la Chine d'évoluer. La première preuve de tout ça, c'est que avant son déplacement en Chine, il s'est entretenu avec le président américain Joe Biden pour s'accorder sur la volonté des États-Unis et de la France d'engager la Chine dans la négociation pour une fin de la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Deuxième chose et deuxième preuve en quelque sorte qu'on peut noter, il est accompagné dans ce déplacement en Chine par la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. C'est donc une responsable importante de l'Union européenne aujourd'hui. C'est donc une façon de montrer que toute l'Union européenne est favorable à cette forme de discussion pour œuvrer de façon à avoir la paix. Cette position d'Emmanuel Macron est donc intéressante à analyser à titre personnel ou à l'échelle de la France. Il tente en tout cas de replacer la France dans le dialogue. Ensuite, il veut tenter de convaincre la Chine de parvenir à la paix et surtout, c'est une forme d'avertissement. Si la Chine ne fait pas évoluer sa posture, l'Europe et les États-Unis pourraient freiner leur coopération économique avec la Chine. Un avertissement qui reste cependant à nuancer quand même quand on connaît le poids important de la Chine dans l'économie mondiale. Mais c'est justement une transition parfaite. Emmanuel Macron peut-il réellement convaincre le président d'un pays qui pourrait à terme devenir la première puissance économique mondiale de changer sa position concernant la guerre en Ukraine? Pour certains spécialistes, comme par exemple ceux de la Fondation pour la recherche stratégique, il y a plusieurs raisons d'en douter fortement. En effet, pour eux, la Chine est assez clairement aujourd'hui en position de force sur ces discussions-là. Et le fait d'ailleurs qu'Emmanuel Macron se rende sur place traduit bien cette forme de situation. En gros, pour dire les choses simplement, et je vous mets des liens en description pour prolonger la discussion sur tout ça, en gros, tout le monde a besoin de la Chine en ce moment. La Russie d'abord a besoin de la Chine économiquement. En effet, elle comprend que avec les sanctions qui viennent de l'Union européenne ou des États-Unis, c'est pas avec ce marché-là qu'elle va pouvoir se développer. Donc elle se tourne davantage vers l'Asie et principalement la Chine pour développer son économie. La Russie a donc besoin d'une certaine façon de la Chine, mais les pays occidentaux ont eux aussi besoin de la Chine pour que la guerre prenne fin, car il faut bien comprendre que aujourd'hui, la Chine contribue à rendre moins efficaces les sanctions économiques qui sont imposées à la Russie par les pays européens ou encore les États-Unis. Ce que je disais à l'instant, certes, l'Union européenne ou encore les États-Unis ont imposé des sanctions économiques à la Russie, sauf que, selon pas mal d'experts, elles ne sont pas si efficaces que ça, notamment parce que, habilement, la Russie s'est tournée vers la Chine. La Chine est donc en position de force, mais là aussi, il faut quand même nuancer tout ça, donc on va nuancer les nuances. Il faut pas oublier non plus donc que pour la Chine, c'est important d'être lié à la Russie pour tout simplement faire face aux États-Unis. Et puis, au-delà de ça, la Chine a tout de même besoin
besoin d'entretenir des bonnes relations avec l'Union européenne. L'Union européenne est en effet à ce jour le premier partenaire commercial de la Chine. Et justement, c'est aussi pour ça qu'Emmanuel Macron est présent en Chine. Il y a la question de l'Ukraine, mais il y a aussi la question de développement économique entre la France, l'Union européenne et la Chine. Le président français est d'ailleurs accompagné d'une cinquantaine de chefs d'entreprise et donc des signatures de contrats sont prévues, notamment dans le domaine de l'énergie ou encore de l'aéronautique. En fait, comme l'explique la chercheuse en géopolitique Elvire Fabry, la Chine pourrait elle aussi faire un pas vers l'Europe et montrer qu'elle a envie d'entretenir des bonnes relations avec elle, justement donc pour éviter d'être isolée et éviter que l'Union européenne ne se tourne que vers les États-Unis. Enfin, il faut quand même le noter, Emmanuel Macron et Ursula von der Leyen, donc la présidente de la Commission européenne, devraient aussi aborder des questions de droits de l'homme. On a beaucoup parlé sur cette chaîne de la question des Ouïghours, donc cette communauté musulmane réprimée par le régime chinois. Ça devrait être dans les éléments de discussion, même si, vous l'aurez compris, c'est surtout des sujets liés à l'Ukraine ou des sujets économiques qui semblent mis en avant aujourd'hui par les chefs d'État. Vous l'aurez compris donc, il y a beaucoup de sujets sensibles sur la table. C'est un sujet qui est vraiment complexe, qu'on a essayé de résumer le mieux possible ici. N'hésitez pas à me dire d'ailleurs dans les commentaires sur YouTube ce que vous pensez de ce genre de sujet, si jamais ça vous intéresse, etc. On essaie d'avoir quelque chose d'équilibré et le plus complet possible, avec de toute façon des liens qui sont présents en description, si jamais vous voulez creuser certains de ces sujets-là. On suivra en tout cas les suites de cette visite directement sur notre compte Instagram. Le nom du compte c'est Hugo Décrypte, avec nos résumés quotidiens d'actualité et d'autres posts spéciaux sur le sujet. Je vous laisse avec Paul pour les actualités en bref et je reviens juste après. Merci Hugo. Salut tout le monde, on commence avec une première actu en France. Les responsables des syndicats ont été reçus ce mercredi matin par la première ministre Elisabeth Borne. Ils étaient plus d'une dizaine, il y avait notamment donc le leader du syndicat CFDT Laurent Berger et la nouvelle leader de la CGT Sophie Binet. Et c'est marquant parce que c'est la première fois depuis le début de la mobilisation contre la réforme des retraites qu'il y a un dialogue direct comme ça entre le gouvernement et les syndicats. Mais alors la réunion a tourné court et elle n'a abouti sur aucun changement. Elisabeth Borne a affirmé aux syndicats qu'il n'y aurait pas de changement de position sur le report de l'âge légal à la retraite de 62 à 64 ans. Et face à ça, après la réunion, les responsables syndicaux ont dénoncé, je cite, une décision grave. Ils ont qualifié cette réunion d'inutile et d'échec et ils ont appelé du coup les opposants à la réforme à continuer de se mobiliser pour exiger le retrait du texte. Ce jeudi, justement, une nouvelle journée de grève et de mobilisation contre la réforme est organisée dans toute la France. On suivra ça notamment en live sur notre compte TikTok et dans ce contexte, il y aura des perturbations dans plusieurs secteurs. Dans les transports par exemple, seuls 3 TGV sur 4 circuleront demain en France, un TER sur 2 et un train intercité sur 4. Deuxième actu, vous l'avez sûrement remarqué, il refait très froid le matin en ce moment et une partie de la France connaît en fait carrément un épisode de gel la nuit, donc des températures négatives qui sont allées jusqu'à moins 6 degrés par endroit en plaine. Et ça inquiète les agriculteurs parce qu'on est au début du printemps, au moment où beaucoup d'arbres, notamment des arbres fruitiers, sont en pleine floraison. Face à ça donc, certains agriculteurs allument des feux près de leurs cultures pour faire augmenter la température et les protéger. Ceci dit, selon plusieurs experts, la situation est moins préoccupante que l'an dernier, où il y avait eu un épisode de gel si catastrophique que l'État avait dû débloquer un fonds d'aide d'urgence. Allez, on continue avec quelques infos à l'international. Déjà, ça y est, la Finlande fait officiellement partie de l'OTAN, l'alliance militaire des pays occidentaux, après 3 décennies où elle avait décidé de rester non alignée, donc ni pour ni contre aucune grande puissance mondiale. La Finlande avait décidé de candidater après l'invasion de l'Ukraine par la Russie. L'OTAN compte désormais maintenant 31 pays membres, en attendant maintenant de voir si la Suède deviendra le 32e membre, elle qui avait candidaté en même temps que la Finlande. La candidature de la Suède, elle est aujourd'hui toujours bloquée par un pays, la Turquie, en raison de tensions géopolitiques entre les deux pays. Autre info géopolitique, l'Iran a nommé un ambassadeur en Arabie Saoudite pour la première fois depuis 8 ans. C'est une preuve que ça y est, les relations diplomatiques entre l'Iran et l'Arabie Saoudite sont bien rétablies, des relations qui avaient été rompues en 2016 quand l'ambassade saoudienne en Iran avait été saccagée. Cette réconciliation entre les deux pays, elle s'est faite notamment à l'initiative de la Chine, qui a joué un rôle de médiateur depuis 3 ans. Et il y a eu cette semaine une autre preuve de cette réconciliation, c'est que le président iranien Ebrahim Raïssi a accepté une invitation du roi saoudien Mohammed Ben Salman pour une visite officielle en Arabie Saoudite, dont on n'a pas encore la date. Troisième actuel international, 440 migrants ont été sauvés en Méditerranée par un navire de l'ONG Médecins sans frontières. Dans une situation de tempête, les migrants cherchaient à se rendre en Europe. Et le contexte, c'est qu'il y a cette année une forte augmentation des tentatives de traversée de la Méditerranée par des migrants vers l'Europe. En Italie, par exemple, selon le ministère de l'Intérieur italien, ce sont cette année plus de 14 000 migrants qui sont arrivés dans le pays en janvier et en février. C'est près de 3 fois plus que sur la même période en 2022. Une dernière info à l'international, ça se passe au Pérou, en Amérique du Sud. Le Parlement a rejeté la motion de destitution contre la présidente du pays, Dina Boluarte, et on voulait vous tenir au courant parce qu'on avait beaucoup parlé de la situation au Pérou fin février. Pour rappel, tout avait commencé avec l'arrestation et l'emprisonnement de l'ancien président Pedro Castillo après une tentative de dissolution du Parlement, et Dina Boluarte, qui était sa vice-présidente, lui a succédé. Ça avait provoqué d'immenses manifestations dans le pays, certains jugeant ça antidémocratique, et ces manifestations ont été violemment réprimées par le pouvoir. Il y a eu une 50aine de morts. L'ONG Amnesty International a notamment dénoncé des violations caractérisées des droits humains. Dina Boluarte est accusée d'être à l'origine de cette répression, et face à ça, une partie de la gauche avait engagé une procédure pour la renverser. Mais donc, ce mardi, la procédure a échoué. Le pays est donc toujours
toujours au milieu d'une crise politique majeure, et de son côté la justice mène également des enquêtes. On termine par deux actus plus légères, ce sont deux classements. La première actu, c'est que l'homme le plus riche du monde et la femme la plus riche du monde, eh bien sont tous les deux français. C'est l'un des enseignements du classement réalisé chaque année par le magazine américain Forbes sur les plus grandes fortunes mondiales, qui a été publié là ce mardi pour l'édition 2023. Alors ces fortunes, il faut bien le rappeler avant toute chose, ce sont des fortunes théoriques, elles sont composées des actions d'entreprises possédées par ces personnes, et donc elles dépendent de la valeur actuelle de ces entreprises en bourse. Mais donc en tête du classement au niveau mondial, on retrouve donc Bernard Arnault, le patron du numéro 1 mondial du luxe, LVMH, avec une fortune estimée à 193 milliards d'euros à la mi-mars. Il devance Elon Musk, je ne vous le présente plus, et Jeff Bezos, le fondateur d'Amazon. Et donc en 11e position de ce classement, on retrouve aussi la française Françoise Bettencourt-Meyers, héritière du groupe L'Oréal, dont elle a hérité de sa mère, Liliane Bettencourt. Et ça fait d'elle la femme la plus riche du monde, avec une fortune estimée à 74 milliards d'euros. Enfin, dernier enseignement de ce classement, la France compte actuellement 43 milliardaires théoriques. Et alors, dernière actu, c'est le classement des chaînes de magasins préférées des Français. On appelle ça des enseignes préférées des Français. Et cette année, eh bien, ce n'est plus Decathlon ni Leroy Merlin qui domine ce classement. La nouvelle enseigne préférée des Français, ce serait la chaîne de magasins discount Action. C'est une entreprise néerlandaise qui est arrivée en France il y a 10 ans. Elle compte désormais plus de 700 magasins dans toute la France. Elle propose donc des prix défiant toute concurrence. Et le fait qu'elle soit devenue l'entreprise préférée des Français, selon EY, c'est un signe de la hausse des prix en France. Bon alors, Decathlon reste quand même en 2e position, Leroy Merlin 3e. Ensuite, on retrouve en 4e position McDonald's et enfin la Fnac en 5e position. Merci beaucoup Paul. Alors le débat hier c'était le suivant, comprenez-vous qu'Emmanuel Macron veuille doubler le budget de l'armée française? C'est un oui qui semble ressortir de ce débat. Le débat aujourd'hui c'est le suivant, faut-il taxer beaucoup plus lourdement les milliardaires en France? Et là aussi comme d'habitude ça se passe dans l'onglet communauté. Je rappelle à tous les nouveaux que ce format est aussi disponible en version podcast, donc Spotify, Apple Podcast, Deezer ou autre. C'est parfait quand vous êtes dans les transports par exemple le matin, ça vous permet de vous couper du bruit du métro par exemple et donc d'avoir les actus à la place. C'est quand même pas mal et plutôt pratique. Vous tapez Hugo Décrypte sur votre appli de streaming de musique ou autre, vous allez pouvoir le retrouver. Prenez soin de vous, prenez soin de nos proches et puis je vous dis du coup à demain pour une nouvelle vidéo.